28 décembre 1992, 20h30. Une jeune femme quitte un studio de télévision à Rio. Elle a 22 ans. Ce soir-là, plus de la moitié du Brésil vient de la regarder à l'écran. Elle sourit, signe des autographes, prend des photos avec des fans. Puis elle monte dans sa voiture. 1 heure plus tard, elle est morte. Entre ces deux moments, il y a un trajet banal. Une station-service. Un enlèvement en pleine rue. Et 18 coups de couteau sur un terrain vague. 4 au cou, 8 au cœur, 6 au poumon. Le problème, c'est que la personne qui est morte n'était pas n'importe qui, sauf que le tueur non plus. Et cette histoire va donner lieu à un combat juridique féroce, qui va forcer le Brésil à changer sa loi. Le 25 décembre 1992, Daniela Pérez apparaît dans le Roberto Carlos Especial, l'équivalent brésilien de Champs-Élysées avec le dinosaure Michel Drucker. C'est quand même l'émission de télévision de variété la plus regardée du pays. Daniela joue Marie, la mère de Jésus, dans une scénette diffusée devant des millions de téléspectateurs. Faut bien comprendre qu'à 22 ans, la jeune femme est partout. Chaque soir, à 21h, 52% des foyers brésiliens la voient dans De Corpo e Alma, une novella écrite par sa mère, Gloria Pérez. Daniela y incarne Yasmine Bianchi. Son personnage est au cœur d'un triangle amoureux avec 2 hommes, Caio et Bira. Un trio adoré par le public, au point qu'il en fait exploser les audiences. Daniela est même surnommée la namoradinha do Brasil, la petite amie du Brésil. Les Brésiliens ont Daniela Pérez, nous on a Mimi Mati. Bon, pourtant, quelques années auparavant, personne n'aurait deviné que Daniela allait faire exploser son niveau de notoriété. Parce qu'à la base, son domaine de prédilection, c'était la danse classique. Daniela commence à prendre des cours de ballet à 5 ans. Et 10 ans plus tard, elle intègre la compagnie Vassilu Dançu de la chorégraphe Carlota Portela, l'une des meilleures de Rio et donc du monde. Ce n'est qu'en 1989 qu'elle fait ses premiers pas à la télé, en décrochant un petit rôle de danseuse de tango dans Kananga du Japon sur TV Machechi. C'est là que Daniela rencontre Raúl Gazola, un autre acteur, qui devient son époux en mai 1990. La même année, elle passe à la télé dans une novella de la Regi Globo. C'est là encore un rôle mineur, en tout cas au départ, parce que Daniela plaît, donc son personnage est développé. C'est alors que le directeur Denis Carvalho la remarque et l'invite dans Udunu do Mundo en 1991 pour y jouer le rôle de Yara. Puis en 1992, De Corpo e Alma propulse Daniela au rang de star du petit écran, ainsi que sa carrière de façon fulgurante. Le 28 décembre de cette année-là, elle tourne dans les studios Tycoon. Son personnage, Yasmine, s'apprête à vivre un chamboulement. Daniela doit jouer une scène durant laquelle elle se sépare définitivement de Bira dans la novella, ce qui vient éteindre le fameux triangle amoureux préféré du Brésil. C'est la fin d'une histoire purement fictive, mais l'acteur qui interprète son ex-compagnon dans De Corpo e Alma le vit apparemment assez mal. Je crois qu'il était un peu trop impliqué. Dans l'après-midi, l'homme a une crise de larmes et cherche Daniela partout dans les coulisses pour lui remettre 2 petits mots pliés. Elle les lit, après quoi elle devient soudainement nerveuse et les jette aussitôt. On ne sait pas ce qui était inscrit sur ces 2 bouts de papier, toujours est-il que les femmes de ménage présentes sur place trouvent ça curieux, voire étrange. Mais elles ne disent rien. Faut bien reconnaître que les stars agissent parfois bizarrement. Le tournage se termine vers 20h30, après quoi Daniela sort des studios et prend un moment pour interagir avec des fans qui l'attendent sur le parking. Elle sourit, prend des photos, signe des autographes, puis quitte les lieux au volant de sa Ford Escort vers 21h10. La jeune femme roule tranquillement et s'arrête pour faire le plein. À ce moment, une autre voiture se gare juste derrière elle. Un Santana gris métallisé. Un individu en descend et s'approche de Daniela, qui vient de remonter dans son véhicule. Elle le reconnaît, baisse sa vitre et échange quelques mots avec lui. Les employés de la station-service observent la scène. Et heureusement, parce que l'homme frappe brutalement Daniela au visage. Il lui assène un coup de poing si violent qu'elle en perd instantanément connaissance. L'agresseur ouvre ensuite la portière, la soulève, la porte jusqu'au Santana et la jette sur la banquette arrière. Puis une femme en sort à son tour, prend le volant de la Ford Escort de Daniela et les 2 voitures partent en trombe dans la même direction. Tout ça s'est joué en quelques secondes. Les témoins sont figés. Daniela vient d'être enlevée sous leurs yeux et c'est allé tellement vite que personne n'a eu le temps d'intervenir. Après leur fuite, les 2 véhicules roulent sur l'Avenida das Américas, puis bifurquent vers une rue déserte de là-bas d'Adjijuca. À cette époque, le quartier est encore en expansion. Il y a plein de zones inhabitées dans lesquelles il n'y a aucun lampadaire. Les 2 voitures s'arrêtent sur un terrain vague. L'homme sort du Santana et ouvre la porte arrière. Daniela, elle, est toujours dans les vapes sur la banquette. Son ravisseur sort alors un couteau à double tranchant
puis la poignarde avec sa complice dans l'obscurité. L'homme et la femme portent 18 coups de lame à Daniela, 4 au cou, 8 dans la région du cœur et 6 au poumon. Une agression d'une violence extrême, contre laquelle elle n'a même pas pu se défendre, étant donné qu'elle n'a pas repris connaissance une seconde durant son enlèvement. Une fois que tout est terminé, ses ravisseurs traînent le corps de Daniela hors du véhicule et l'abandonnent dans des buissons. Ensuite, ils remontent dans le Santana et repartent en direction de Copacabana pour le nettoyer et se débarrasser de leurs vêtements tachés de sang. L'homme fait également une promenade sur la plage, probablement pour jeter l'arme du crime dans l'océan. Ce que les meurtriers ignorent, c'est que vers 22h, un avocat nommé Hugo da Silveira roulait dans le quartier quand il a vu 2 voitures garées dans un endroit désert. Une Ford Escort blanche et un Santana gris. Suspicieux, il a noté la plaque du Santana, OM 1115. Puis il a appelé la police et 2 agents se sont mis en route. Seulement, quand ils arrivent sur place, le mystérieux couple a déjà disparu avec le Santana. Seule la Ford Escort est encore là, dans l'obscurité. Un policier commence alors à inspecter les environs et trébuche rapidement sur le corps de Daniela Pérez, qui gît toujours dans les buissons, face contre terre et couverte de sang. L'alerte est immédiatement donnée et en quelques heures, toute la presse brésilienne est déjà là. Le lendemain matin, le 29 décembre 1992, le pays entier se réveille avec une nouvelle des plus choquantes. Daniela Pérez, la star montante du Brésil, est morte. Et elle a été victime d'un meurtre. Heureusement, grâce à Hugo, l'avocat et témoin, la police a déjà le numéro de plaque d'immatriculation du principal suspect. En plus, quand les enquêteurs sont arrivés sur les lieux la nuit précédente, ils ont trouvé les papiers de la Ford Escort dans son habitacle. Le véhicule appartient à Raoul, le mari de Daniela, mais c'est elle qui l'utilisait. Cette découverte oriente immédiatement l'enquête vers l'entourage professionnel de la victime et les studios Globou où elle travaillait. Le matin même, des policiers se rendent sur place. Ils passent le parking au peigne fin et vérifient tous les véhicules, jusqu'à se trouver ce qu'ils cherchent. Un Santana gris métallisé, dont la plaque a été modifiée avec du scotch noir. Ça n'a jamais été OM 1115, comme l'avait noté Hugo, l'avocat, mais LM 1115. L'OM peut pas être dans tous les mauvais coups. Le véhicule appartient à Guilherme Padjoa Thomas, l'ex-partenaire de Daniela dans la novella, celui qui jouait Bira, le chauffeur de bus violent. Celui aussi qui a pleuré l'après-midi du crime avant de remettre 2 mystérieux mots à la victime. Guilherme a 23 ans. Il est issu d'une famille aisée de Belo Horizonte et n'a fréquenté que des bonnes écoles, dont le Colégio Loyola. Il a fait du théâtre et s'est révélé doué au point de recevoir un prix du meilleur espoir pour son rôle dans la pièce Vida e Morte. À la fin des années 80, Guilherme a tenté sa chance à Rio. Mais là-bas, il n'a pas joué dans de prestigieuses productions. Son plus grand fait d'armes, c'est de s'être produit dans un spectacle érotique, à la fin duquel les acteurs finissaient nus et interagissaient avec le public. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'adonnaient à la prostitution. C'est là qu'il a rencontré Paola Nogueira, une adolescente de 16 ans qui était une spectatrice régulière. Pardon, mais y a rien qui va là. Y a pas d'inspecteur du travail au Brésil ou c'est comment? Bref, Guilherme s'est mis en couple avec elle, mais dès le départ, leur relation est instable. Ils se séparent, se rabibochent avant de rompre à nouveau. Début 1992, ils ont tout de même décidé de se marier. Le père de Paola les a alors aidés à acheter un appartement à Copacabana. Et quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte de leur premier enfant. Entre-temps, Guilherme a décroché une participation dans le musical Blue Jeans de Wolf Maia. Mais en coulisses, il posait déjà des problèmes. Il a coupé le menton d'un acteur pendant une représentation. Seul accident de ce type pendant toute la production. Il a également frappé un acteur à la gorge lors d'une répétition et a menacé un autre avec un tesson de verre. Quand il a quitté la production, il a envoyé une lettre moqueuse à Wolf Maia. C'est maintenant mon tour de connaître le succès. Et il avait raison, parce que Roberto Talma, le réalisateur de De Corpo et Alma, cherchait justement quelqu'un pour incarner Bira à ce moment-là. Un autre acteur devait avoir le rôle, mais comme c'est un bon acteur, il était déjà pas mal sollicité. Roberto a donc dû trouver un bouche-trou et a pioché la fiche de Guilherme dans une base de données d'acteurs. C'est dire le désespoir du réalisateur. À ce moment, il n'avait fait qu'une brève apparition à la télé. De Corpo et Alma était donc son baptême du feu. Et ça a marché à merveille. Le personnage de Bira a beaucoup plu au public. Violent, imprévisible et magnétique, il a captivé l'audience dès sa première apparition. Du jour au lendemain, Guilherme est devenu une vedette. Mais derrière les caméras, la dynamique était différente. Gloria Pérez, la mère de Daniela et autrice de la novella,
a d'ailleurs remarqué quelque chose d'étrange. Guillermet mettait dans l'interprétation de Bira une agressivité que le personnage n'aurait pas dû avoir. En réalité, c'était tout autre chose, parce qu'il s'avère qu'il harcelait Daniela en coulisses. Il voulait qu'elle intervienne auprès de sa mère, pour augmenter son temps d'écran, et pensait qu'être ami avec la fille de Gloria allait lui ouvrir des portes. Mais Daniela a poliment refusé, en gardant ses distances. Alors Guillermet a insisté, encore et encore, jusqu'à la fin du mois de décembre 1992. Ce mois est important, parce que les scripts pour la suite de la série sont donnés aux acteurs. Quand Guillermet les lit, c'est la douche froide. Son personnage est absent de 2 épisodes, un changement qui le fait paniquer. Et il pousse à se convaincre que Daniela y est pour quelque chose. Il pense qu'elle a finalement parlé à sa mère, mais en sa défaveur. Évidemment, c'est faux, mais il ne veut rien entendre. Pendant ce temps, Paola enrage, parce que voir les scènes d'amour entre Yasmine et Bira a rendu sa jalousie obsessionnelle. Une chose pas rassurante du tout, puisqu'elle a déjà un historique de violence envers d'autres femmes, qui ont osé tourner autour de Guillermet. Et là, vous voyez le tableau se dessiner sous vos yeux. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que sans réelle surprise, quand le corps de Daniela est découvert, l'acteur est immédiatement dans le viseur des policiers. Donc il le convoque pour pouvoir l'interroger, sans savoir que l'enquête qui vient tout juste de commencer est déjà bientôt finie. Le 29 décembre 1992, 2 nouvelles font la une de tous les journaux du Brésil. La première, Fernando Collor de Mello, le président de la République, vient de démissionner après des mois de scandales et d'accusations de corruption. Attendez, je comprends pas pourquoi il a démissionné. C'est son boulot là, non ? Bon, c'est un événement politique majeur, historique même, qui devrait normalement monopoliser toute l'attention médiatique du pays. Sauf qu'il y a une deuxième nouvelle qui éclipse complètement la démission présidentielle, celle de la mort de Daniela Pérez, une actrice de 22 ans adorée de millions de Brésiliens, qui a été victime d'un meurtre sordide. Les gros titres ne parlent que de ça. Le président corrompu au Brésil ? Ouais, c'est comme annoncer Clos mouille, et c'est relégué en 2e page. Le meurtre de Daniela, par contre, prend toute la place partout, que ce soit dans les médias ou dans les conversations privées, parce que, pour les Brésiliens, c'est presque personnel. Daniela n'était pas juste une actrice, c'était leur Yasmine, celle qu'ils retrouvaient chaque soir à 20h dans leur salon. Celle qui leur faisait oublier qu'il y en avait un tout en haut qui prenait tout l'argent. Et ce matin-là, ils apprennent qu'elle a été tuée de 18 coups de poignard sur un terrain vague. Par chance, l'enquête va être d'une rapidité stupéfiante. Pour la police, le fait que Guillermet est un Santana gris est une piste évidente. Mais quand il se présente au commissariat, il nie en bloc. Il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça, qu'il est sous le choc, comme tout le monde. Sauf que les policiers ne le croient pas, parce que tout pointe vers lui, et pas uniquement des preuves circonstancielles, des éléments concrets. D'abord, il y a la plaque d'immatriculation relevée par le témoin. Ensuite, cette plaque a été trafiquée. Guillermet a utilisé du ruban adhésif noir pour modifier l'immatriculation en transformant LM en OM. Évidemment, on fait pas ça au hasard. Ça a plutôt l'air d'être une tentative grossière de brouiller les pistes, ce qui prouverait la préméditation. Face aux preuves qui s'accumulent et aux incohérences relevées dans son récit, Guillermet finit par craquer. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il avoue. Oui, c'est lui qui a tué Daniela Pérez. Mais sa version des faits est complètement délirante. Guillermet prétend qu'elle le harcelait pendant les tournages, parce qu'elle voulait qu'il obtienne plus de scènes dans la novella. Il dit qu'ils se sont donné rendez-vous pour parler ce soir-là, et que c'est elle qui l'a conduit sur le terrain vague. Là, Daniela aurait ouvert la boîte à gants, pris des ciseaux et essayé de l'attaquer. Guillermet l'aurait étranglée uniquement pour se défendre, et quand il a cru qu'elle était morte, il lui aurait tranché la gorge avec les ciseaux pour essayer de la faire respirer à nouveau. Bah oui, ça paraît logique. Son histoire est aussi absurde qu'elle est incohérente, donc forcément, personne n'y croit une seule seconde. D'ailleurs, tous ceux qui connaissaient Daniela et Guillermet témoignent du contraire. Il n'y avait aucun harcèlement ou tension entre eux en dehors du travail. Et sur le plateau, c'est lui qui l'a harcelé, pas l'inverse. Mais le plus important, c'est que Guillermet n'était pas seul cette nuit-là. Durant son interrogatoire, les policiers interceptent un appel téléphonique qu'il passe. Il appelle sa femme, Paola, pour lui dire qu'il va prendre toute la responsabilité du crime.
et qu'elle n'a rien à craindre. Pour faire ça, on frôle le QI négatif quand même. Mais surtout, cette phrase suffit aux enquêteurs pour comprendre qu'elle a pris part au meurtre de Daniela elle aussi. Lorsqu'elle est interrogée à son tour, Paola admet d'abord sa participation dans une conversation avec les policiers. Elle reconnaît qu'au moment où Guilherme a assommé Daniela, elle a pris le volant de la Ford Escort, pendant que son mari conduisait le Santana. Paola précise même que Guilherme a donné le premier coup de couteau à l'actrice, et qu'ensuite, elle lui en a porté un à son tour. Mais très vite, elle se rétracte. Et lors de sa déposition officielle, elle soutient qu'elle n'est pas impliquée. Elle prétend qu'elle n'était pas sur les lieux du crime, ni qu'elle a passé 7 heures à se promener dans le Baha Shopping, un centre commercial de la zone. Selon elle, c'est Guilherme qui l'a déposée là-bas, avant de partir seule. Le problème, c'est qu'aucune caméra, aucun témoin ne peut confirmer sa version des faits, parce que personne ne l'a vue au centre commercial ce soir-là. Autrement dit, Paola n'a donc aucun alibi vérifiable. Et Hugo da Silveira, celui qui a relevé la plaque du Santana, affirme avoir vu un homme et une femme au visage rond près des voitures. Une description qui colle assez bien avec celle de Paola. Le 31 décembre 1992, 3 jours après le meurtre, Guilherme et son épouse Paola sont officiellement placés en détention préventive. Ils sont tous les deux accusés d'avoir commis un meurtre prémédité, de manière particulièrement brutale, contre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. L'enquête a duré moins de 48 heures. Mais pendant que la justice se met en marche, le Brésil tout entier pleure. De Corpo et Alma, la telenovela dans laquelle jouaient Daniela et Guilherme, est un énorme succès depuis son lancement en août 92. La série passionne des millions de téléspectateurs chaque soir. Et les audiences étaient déjà excellentes avant le meurtre de l'actrice. Mais après, quelque chose d'incroyable se produit. Les audiences crèvent le plafond. Les Brésiliens se précipitent devant leur télévision pour voir les dernières scènes de Daniela. Entre décembre 92 et janvier 93, la novella gagne plus de 20 points d'audience, ce qui est absolument énorme. Le 5 janvier 1993, l'épisode atteint un pic historique, avec une moyenne générale de 52 points. Plus d'un Brésilien sur 2 est devant son écran ce soir-là. Un phénomène sans précédent. Mais pour Gloria Pérez, la mère de Daniela et auteure de la telenovela, ça change pas grand-chose. Elle est dévastée. Elle vient de perdre sa fille dans des circonstances atroces. Puis, une semaine seulement après son meurtre, elle retourne au travail. Certains diront que c'est sa manière de faire son deuil, d'autres qu'elle fait preuve d'un immense courage. La vérité, c'est que Gloria a pas vraiment le choix. Le tournage de la novella doit se poursuivre, parce que des millions de téléspectateurs attendent la suite. Et faut gérer le départ des personnages de Daniela et Guilherme. Durant la semaine où Gloria est absente, 2 auteurs prennent le relais pour écrire les derniers chapitres impliquant Yasmine et Bira. Le personnage de Bira disparaît rapidement de l'histoire, évacué en une phrase. Il est parti vivre avec ses parents et a emmené sa sœur avec lui. Plus aucune mention ne sera jamais faite de lui par la suite. Quant à Yasmine, son départ est expliqué par un voyage d'études aux États-Unis pour perfectionner sa carrière de danseuse. Les ultimes scènes tournées par Daniela sont diffusées le 19 janvier 1993, dans le dernier bloc de l'épisode 146. Gloria, elle, ne se contente pas de reprendre le travail et de gérer la série. Dès les premiers jours, elle décide de mener sa propre enquête en parallèle, parce qu'elle fait pas vraiment confiance au système judiciaire brésilien. Et vu ce qui se passe à la tête de l'État, on peut la comprendre. Elle connaît ses failles, ses lenteurs, et les risques de voir les coupables du meurtre de sa fille s'en sortir avec des peines dérisoires. Pour éviter ça, Gloria cherche des témoins, identifie des preuves que la police a pu manquer, et expose publiquement les erreurs commises durant l'enquête. Elle veut que justice soit faite pour sa fille et elle est prête à se battre jusqu'au bout pour ça. Seulement, Gloria ne le sait pas encore, mais son combat ne fait que commencer. En 1993, Gloria Pérez découvre quelque chose qui la sidère. Le système judiciaire brésilien de l'époque permet aux accusés de meurtre d'attendre leur procès en liberté grâce à un habeas corpus, une procédure juridique qui, si elle est accordée, leur évite la prison en attendant le jugement. Les criminels sont donc libres en attendant d'être jugés, un jugement qui peut être indéfiniment repoussé. Il suffit d'avoir de bons avocats, ceux qui savent exploiter les failles de la loi et multiplier les recours pour ralentir les processus. Comme beaucoup de pays, le Brésil a un système judiciaire lent, compliqué et surtout bourré de technicité qui permettent aux accusés de gagner du temps. D'ailleurs, Guilherme et Paola le savent et tentent d'obtenir leur libération par ce biais. Ils déposent plusieurs demandes d'habeas corpus, mais malgré leurs efforts, ils restent en détention préventive. Pour Gloria, c'est tout de même une claque.
Tout semble conçu pour protéger les droits des meurtriers, et non ceux des victimes. Ulcérée, elle prend alors une décision. Si le système est cassé, elle va le réparer. Après tout, elle n'est pas n'importe qui, et elle a une certaine notoriété. Gloria est une autrice de telenovela respectée, une femme qui connaît la portée des médias, et sait mobiliser l'opinion publique. Elle a une plateforme, une voix, et elle compte bien s'en servir. En 1993, Gloria lance une campagne pour changer la loi. Son objectif est clair, faire inclure l'homicide qualifié dans la loi des crimes dits odieux, considérés comme les plus graves au Brésil. La liste existe depuis 1990 et comprend déjà le viol, l'enlèvement avec séquestration et le vol suivi d'un meurtre. Mais pas l'homicide qualifié, pas le meurtre avec préméditation, commis de manière particulièrement cruelle. Odieux, ça doit pas vouloir dire la même chose au Brésil. Et ça, Gloria veut que ça change, parce que les crimes odieux bénéficient d'un régime pénal beaucoup plus strict. Il n'y a pas de liberté provisoire possible, de libération sous caution. Et les peines encourues sont plus longues. Surtout, il y a un minimum de détention avant toute possibilité de remise en liberté. Si l'homicide qualifié devient un crime odieux, alors les meurtriers comme Guilherme et Paola ne pourront plus se promener librement dans l'attente de leur procès. Pour mener ce combat, Gloria lance une pétition nationale. Elle imprime des milliers de feuilles avec le texte de sa proposition et part à la chasse aux signatures. Dans les rues, dans les émissions de télévision, dans les concerts, partout où elle peut. Et elle n'est pas seule dans ce combat. En effet, d'autres mères la rejoignent. Des femmes qui ont perdu leurs enfants dans des circonstances tout aussi tragiques. Il y a Josélia Brandao, dont la fille Myriam, 5 ans, a été enlevée, tuée, découpée et brûlée en décembre 1992, la même semaine que Daniela. La petite Myriam avait été kidnappée en vue d'une rançon. Seulement, c'était un enfant qui avait peur, donc elle pleurait beaucoup. C'est pour cette raison que William et Wellington Gontijo, les ravisseurs, ont décidé de la tuer par crainte d'être repérés. Il y a aussi les mères d'Akari, 10 femmes dont les enfants ont été emportés par un groupe d'extermination et jamais retrouvés. Les groupes d'extermination au Brésil sont des milices paramilitaires, souvent composées d'anciens policiers ou encore actifs d'ailleurs, de militaires, etc. Ils enlèvent et abattent des gens sans procès, souvent des jeunes et pauvres Brésiliens accusés sans preuve de délinquance. Ces groupes d'extermination sont en réalité plus un regroupement de psychopathes qu'autre chose. Ensemble, ces femmes forment une alliance improbable, mais puissante. Elles savent que la loi qu'elles demandent ne changera rien pour leurs propres enfants, parce que la loi ne rétroagit pas pour punir. Mais elles se battent pour que d'autres mères n'aient pas à vivre ce qu'elles vivent. La campagne entamée par Gloria prend une ampleur nationale, si bien que des personnalités publiques rejoignent le mouvement. Des artistes, des sportifs, des anonymes, tout le monde veut soutenir cette juste cause. En seulement 3 mois, Gloria et ses comparses réussissent l'exploit de récolter 1,3 million de signatures sur le million nécessaire pour que le projet soit considéré comme une initiative populaire. C'est un incroyable succès. En octobre 1993, Gloria se rend au Congrès national à Brasilia pour remettre les signatures. Sauf que le parcours législatif qui débute n'en est qu'à ses balbutiements. Et ça sera pas simple. Il faut dire que dans les années 90, le contexte politique est explosif au Brésil, parce que le pays vit une vague de violence sans précédent. Entre enlèvements, meurtres, tueries et massacres, la population a peur, dominée par un sentiment d'insécurité qui est partout. Le président Itamar Franco, lui-même, demande une réflexion nationale sur la violence et l'inadéquation des lois pénales. Dans ce climat, certains parlementaires vont jusqu'à proposer des solutions extrêmes. En janvier 1993, quelques jours seulement après la mort de Daniela, le député Amaral Neto annonce qu'il va rédiger une proposition de plébiscite sur la peine de mort. Laissez les électeurs décider si oui ou non il faut rétablir la peine capitale, abolie au Brésil depuis 1876. L'idée suscite un débat national houleux. Certains la soutiennent, exaspérés par l'impunité, quand d'autres la condamnent violemment, la considérant comme une régression. Finalement, la proposition n'obtient pas le soutien parlementaire nécessaire et reste au stade de projet. Mais le débat montre à quel point le pays est à cran. Gloria, elle, ne veut pas de la peine de mort. Elle souhaite simplement que les meurtriers de sa fille restent en prison, purgent leur peine complète et ne sortent pas au bout de quelques années pour bon comportement. Sa proposition arrive au Congrès, au moment où un autre projet de loi est déjà en cours d'examen. Un projet du gouvernement qui veut inclure les meurtres commis par des groupes d'extermination dans les crimes odieux. Les parlementaires décident alors de fusionner les deux propositions. Le rapporteur du projet à la Chambre explique que quand la clameur des rues est arrivée,
il lui a été impossible de ne pas ajouter l'homicide qualifié à la liste. En juin 1994, le projet est approuvé par la Chambre des députés. Une première victoire, mais il doit maintenant passer par le Sénat. Et là, un nouveau problème se pose. En octobre 1994, il y a des élections générales au Brésil. Et Fernando Henrique Cardoso se présente à la présidence. Il y a donc un risque que les parlementaires entrent en pause pour faire campagne dans leurs États en septembre, et que le projet soit mis de côté, oublié dans un tiroir. Gloria peut pas laisser ça arriver, pas après tant d'efforts. Donc elle retourne à Brasilia pour rencontrer le président du Sénat, et le convainc de prioriser le projet. L'homme accepte, et en septembre 1994, le Sénat approuve le projet. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Le 6 septembre 1994, le président Itamar Franco promulgue la loi 8.930. L'homicide qualifié devient officiellement un crime odieux. C'est la première initiative populaire de l'histoire du Brésil à aboutir à une modification législative. C'est un moment historique. Gloria a gagné. Mais la victoire a un goût amer. Bah oui, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, la loi ne s'applique pas aux crimes commis avant sa promulgation. Elle n'est pas rétroactive. Guilherme et Paola ne sont donc pas concernés. Ils seront jugés selon l'ancienne législation. Gloria le sait. Elle l'a toujours su, mais elle n'a pas fini de se battre. Parce qu'il reste maintenant à obtenir justice pour sa fille. Et ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. 5 années vont s'écouler avant que Guilherme et Paola ne soient enfin jugés. 50 batailles juridiques, d'habeas corpus, de recours et de reports. Le système judiciaire brésilien est clairement embourbé dans sa propre complexité. En janvier 1997, ce que Gloria attendait se produit. Le procès va finalement avoir lieu. Mais la justice sera-t-elle à la hauteur de la patience qu'elle a demandée aux proches de la victime ? 5 ans durant, Guilherme et Paola ont joué au chat et à la souris avec la justice. Une stratégie classique. User la machine judiciaire et espérer que le temps efface l'indignation populaire. Mais grâce à Gloria, elle n'est jamais retombée. Et le 15 janvier 1997, à 7h du matin, le tribunal de Rio de Janeiro ouvre ses portes. Guilherme est le premier à être jugé. Pour l'accusation, l'homicide est doublement qualifié. Motif abject et utilisation de moyens rendant la défense de la victime impossible. La préméditation est évidente. Paola était cachée sous un drap dans le Santana, la plaque d'immatriculation du véhicule était trafiquée, et le couple a tendu une embuscade à Daniela à la station-service. Ils lui ont ensuite porté 18 coups de couteau, dont 8 au cœur. Aucune blessure défensive n'était visible sur le corps de Daniela, parce qu'elle a été assommée d'un coup de poing avant d'être massacrée. Les témoins défilent. Femmes de ménage des studios qui ont vu Guilherme pleurer et chercher Daniela frénétiquement après le tournage de leur dernière scène ensemble, employés de la station-service qui ont vu l'enlèvement et peuvent identifier le couple, mais aussi et surtout Hugo da Silveira, l'avocat qui a noté la plaque du Santana et appelé la police. La stratégie de la défense est simple, nier, minimiser et déformer. Même défense que les présidents de la République, quoi. Elle essaie de le faire passer pour une victime des circonstances, en chargeant Paula. Son avocat prétend que c'est elle qui a poignardé Daniela, et que pendant ce temps, Guilherme n'a fait qu'essayer de la retenir. Il suggère même que l'actrice aurait harcelé son client, et que c'est ce qui aurait provoqué la jalousie de sa femme. En gros, c'est finalement de la faute de la victime si elle a été poignardée 18 fois. Les débats durent presque 68 heures, et le 25 janvier 1997, à 7h43, le verdict tombe. Guilherme est déclaré coupable d'homicide doublement qualifié et condamné à 19 ans et 6 mois de réclusion criminelle. Mais c'est pas terminé. Paola attend toujours son procès, programmé pour le 16 mai 1997. Et celui-ci s'annonce déjà plus compliqué. Parce que forcément, maintenant que Guilherme a été condamné comme auteur des coups mortels, sa femme peut soutenir qu'elle n'a pas joué un rôle déterminant dans la mort de la victime. Pire encore, elle a 2 circonstances atténuantes. D'abord, elle n'avait aucun antécédent judiciaire avant les faits, même si c'était connu qu'elle avait déjà agressé des femmes qui tournaient autour de Guilherme. Et surtout, elle avait moins de 21 ans à ce moment-là, ce qui, selon le code pénal brésilien, lui donne droit à une réduction de peine automatique. Les avocats de Paola sont des professionnels réputés et bien payés. Contrairement à Guilherme qui avait un avocat commis d'office, elle a les moyens de s'offrir une défense agressive.
et cette dernière compte bien poser Paola en victime. Au cours de son procès, elle prétend qu'elle n'était pas sur les lieux du crime et pleure à la barre en jurant qu'elle aimait Daniela et qu'elle n'a jamais été jalouse. Paola soutient que c'est Guillermé qui a tout fait tout seul et qu'elle n'était au courant de rien. Une version qui contredit totalement sa confession initiale à la police en décembre 1992, quand elle avait admis avoir poignardé Daniela. Devant le jury, Paola prétend que quand elle a dit ça, elle était sous pression, manipulée et terrorisée. Sans surprise, l'accusation présente les mêmes preuves que lors du premier procès. Hugo, l'avocat, reconnaît formellement Paola et affirme que c'est la femme qu'il a vue dans le Santana. Et apparemment, il y a peu de chances pour qu'il se trompe, parce qu'un test de luminosité assez rare est effectué pour vérifier. En allumant les phares du véhicule, on prouve qu'il était possible d'identifier clairement son visage à travers le pare-brise cette nuit-là. Le portier de l'immeuble où vivait le couple témoigne les avoir vus revenir chez eux avec des draps et des couvertures tachées. Des étudiants présents au Ba Shopping confirment avoir croisé Guillermé cet après-midi-là, vers 14h, et précisent qu'il leur a dit qu'il allait chercher sa femme à l'étage. Paola n'était donc pas seule au centre commercial pendant 7 heures. Sauf que, malgré tout, le jury hésite. Le vote est serré. 4 voix pour la condamnation, 3 pour l'acquittement. C'est le minimum requis pour une condamnation. Paola est donc reconnue coupable de complicité d'homicide doublement qualifié. Elle écope finalement d'une peine de 18 ans et 6 mois de prison, réduit de 6 mois en raison de son âge, en 1992. Suite aux 2 procès, Gloria est soulagée, mais pas satisfaite. Parce qu'elle sait que les condamnés vont probablement faire appel. Et c'est exactement ce que font Guillermé et Paola. Leurs avocats déposent des recours devant le tribunal de justice de Rio de Janeiro. Et en décembre 1998, Paola voit sa peine être réduite à 15 ans. Celle de Guillermé reste inchangée. Mais là encore, la loi brésilienne réserve des surprises. En 1997, l'homicide qualifié vient tout juste d'être ajouté à la liste des crimes odieux, grâce au combat de Gloria. Mais Guillermé et Paola ont été jugés d'après l'Ancien Régime. Et selon ce dernier, les primo-délinquants ayant eu une bonne conduite en prison peuvent prétendre à la libération conditionnelle après avoir purgé, tenez-vous bien, 1/3 de leur peine. Or, Guillermé et Paola sont en détention préventive depuis le 31 décembre 1992. Donc en 99, ils cochent déjà toutes les cases. Au mois d'octobre, un juge examine leur dossier. Et quand il constate que Guillermé a un comportement exemplaire en prison, il lui accorde sa libération conditionnelle. Ainsi, le meurtrier sort de prison après avoir purgé 6 ans et 10 mois de sa peine de 19 ans. Paola obtient le même traitement en novembre 1999. Elle quitte le centre pénitentiaire après avoir purgé 1/3 de sa peine réduite. 15 ans de peine, moins de 7 ans purgés. Pour Gloria, c'est un coup de massue. Et dans les médias, l'indignation est totale. Les débats sur la durée des peines et la libération conditionnelle explosent. Mais c'est trop tard. Guillermé et Paola sont dehors, et ils divorceront peu après leur sortie de prison. Après ça, chacun tente de refaire sa vie. Paola change de nom, et devient Paola Nogueira Peixoto, après son 2e mariage avec l'avocat Sergio Rodrigues Peixoto en 2001. Ironiquement, elle termine ses études de droit à l'université où Daniela avait étudié, et choisit le même procureur qui l'avait condamné comme professeur. Paola s'inscrit aussi dans un cours donné par le juge qui avait statué sur son cas. Le foutage de gueule jusqu'au bout là. Aujourd'hui, elle vit à Copacabana. Elle est avocate, a eu une fille avec son mari et refuse obstinément de parler à la presse. Ça tombe bien, je crois, parce qu'on n'a pas trop envie de l'entendre au Brésil. Le fils qu'elle avait eu avec Guillermé, Felipe, a été adopté par son beau-père et n'a jamais revu son père biologique. Après sa libération, Guillermé, lui, part à Belo Horizonte. Il se remarie en 2006 avec Paola Maia, une productrice de mode qu'il rencontre dans une église évangélique. Ah oui, c'est vrai, parce que oui, Guillermé est devenu croyant. Il suit des cours de théologie. Et en décembre 2017, il devient pasteur. Un meurtrier condamné devenu pasteur. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas un cas isolé. Guillermé prêche, donne des sermons, parle de rédemption et de pardon. Dans ses témoignages publics, il utilise son propre crime comme exemple de la miséricorde divine. Dieu m'a sauvé, alors il peut sauver n'importe qui. Un discours qui passe mal auprès de beaucoup de Brésiliens, notamment Gloria qui voit là une instrumentalisation cynique de la foi. En 2017, Guillermé se remarie une 3e fois avec la styliste Juliana Lacerda. Le 6 novembre 2022, quelques jours après ses 53 ans, il meurt d'une crise cardiaque à son domicile de Belo Horizonte.
Au moment de sa mort, Guilherme n'a toujours pas réglé l'indemnité de 480 000 reais que Paola et lui avaient été condamnés à verser à Gloria pour dommages moraux. D'ailleurs, elle non plus n'a pas payé. Paola prétend ne pas avoir les moyens d'indemniser la mère de sa victime et fait appel de la décision de saisie de son appartement. L'affaire traîne encore devant les tribunaux. Pour Gloria, la mort de Guilherme ne change rien, parce qu'elle a déjà fait son deuil de la justice humaine. Ce qui compte maintenant pour elle, c'est que Daniela ne soit pas oubliée, et surtout qu'elle ne soit pas morte en vain. La loi 8.930 de 1994 reste son héritage. Depuis cette année-là, tous les meurtriers condamnés pour homicide qualifié ont commis un crime odieux aux yeux de la loi. Des cas célèbres ont été impactés par ce changement. On peut citer l'affaire Suzanne von Richthofen, une jeune femme condamnée en 2006 pour avoir orchestré le meurtre de ses parents, ou encore le couple Nardoni condamné en 2010 pour le meurtre de la petite Isabella, 5 ans, jetée par la fenêtre d'un immeuble. Tous ont purgé des peines plus lourdes grâce à la loi Daniela Pérez. Ces histoires de libération conditionnelle et de procédure, ça rappelle peut-être à certains l'affaire Bertrand Cantat, que je vous ai raconté sur cette chaîne d'ailleurs. La loi de 2 pays était venue un peu se mêler de tout ça. Voilà, on est arrivé au bout de cette affaire brésilienne intense. Je vous remercie de m'avoir regardé et surtout je vous dis à très vite. Bye.